À la fête de la Saint-Jean, sa famille l'a humilié, puis un vieil ami a révélé son secret et a fait taire tout le monde. À la fête de la Saint-Jean, devant tout le village réuni, sa propre mère l'avait appelée la honte de la famille, la célibataire pathétique qui n'avait jamais su attirer un homme. Claire, 42 ans, se tenait immobile, près des grandes tables, dressées sur la place du village. Le visage brûlant, non pas de la chaleur des flammes, qui commençait à s'élever du grand bûcher traditionnel, mais de l'humiliation qui s'abattait sur elle, comme une pluie d'été, soudaine et implacable. Les mots résonnaient dans l'air parfumé à la lavande. Et chaque syllabe s'enfonçait comme une épine dans son cœur déjà meurtri par des années de critiques silencieuses et de regards désapprobateurs. Le petit village de Saint-Rémy de Provence brillait sous les dernières lueurs du soleil couchant. Ses vieilles pierres dorées, prenant des teintes ambrées dans la lumière déclinante. La fête de la Saint-Jean était l'événement le plus important de l'année, la célébration où tous les habitants, des plus jeunes aux plus âgés, se rassemblaient pour célébrer le solstice d'été, selon une tradition qui remontait à la nuit des temps. Des guirlandes de lumière étaient suspendues entre les platanes centenaires qui bordaient la place principale, créant un plafond scintillant au-dessus des longues tables en bois rustique. Ces tables croulaient sous les plats traditionnels, provençaux, ratatouille aux légumes gorgés de soleil, tapenade d'olives noires, enchoyade, pie saladière, aïoli garni et le fameux gâteau des rois, spécialement préparé pour l'occasion. L'odeur de la lavande fraîchement cueillie se mêlait à celle du romarin et du thym qui brûlait dans le grand feu, purificateur, selon les anciennes croyances. Les bouteilles de rosé pâle et de pastis translucides circulaient de main en main, déliant les langues et échauffant les esprits. Tout semblait parfait, jusqu'à ce moment précis, où l'atmosphère festive s'était soudain chargée d'une tension palpable. Claire avait passé la journée entière à aider aux préparatifs, comme elle le faisait chaque année depuis son adolescence. Elle s'était levée avant l'aube pour cueillir les fleurs sauvages qui décoraient maintenant les tables, avait aidé à installer les longues planches sur leur tréteau, à disposer les bancs de bois, à organiser les tables, arrangeant les bouquets dans des vases rustiques, souriant aux villageois qui arrivaient un à un sur la place. Ses mains habiles avaient arrangé les couverts, plié les serviettes en forme d'éventail, allumé les bougies protégées par des bocaux en verre, pour qu'elles résistent au vent léger qui soufflait toujours en début de soirée dans la vallée. Elle avait mis sa plus belle robe, une simple tenue bleue lavande qui faisait ressortir la douceur de ses yeux gris. Des yeux que son père, avant sa mort, comparait toujours à un ciel d'orage rempli de promesses de pluie. Ses cheveux châtains, légèrement striés de fils argentés, apparus trop tôt peut-être pour une femme de son âge, étaient attachés en un chignon lâche qui laissait échapper quelques mèches rebelles autour de son visage aux traits fins. Elle n'était pas d'une beauté conventionnelle, trop mince peut-être, avec des pommettes trop saillantes, mais son visage rayonnait d'une gentillesse naturelle qui la rendait lumineuse aux yeux de ceux qui prenaient le temps de vraiment la regarder. La soirée avait commencé comme toutes les années précédentes, suivant un rituel immuable qui rassurait les habitants par sa constance dans un monde en perpétuel changement. Le maire, M. Bonnard, un homme corpulent à la moustache imposante et à la voix de stentor, avait prononcé son discours habituel, levant son verre à la prospérité du village, à la santé de ses habitants, à la mémoire de ceux qui les avaient quittés durant l'année écoulée. Comme chaque année, il avait terminé par une plaisanterie sur sa femme, qui faisait rire l'assemblée, plus par tradition que par réel amusement. Les musiciens avaient ensuite commencé à jouer des airs traditionnels provençaux. Le son du galoubet et du tambourin, se mêlant aux conversations animées et aux rires des enfants qui couraient entre les tables, profitant de cette soirée exceptionnelle où ils étaient autorisés à veiller tard. Les anciens,
installée confortablement aux meilleures places. Racontée pour la 100e fois, les légendes liées à cette nuit magique, où les feux purifiaient l'âme, protégeaient contre les mauvais esprits et assuraient fertilité et abondance pour l'année à venir. Claire était assise à la grande table familiale, entourée de sa mère, Élisabeth, 68 ans, une femme autrefois belle, dont les traits s'étaient durcis avec l'âge et les déceptions. Son frère cadet Antoine, 38 ans, un homme séduisant au sourire facile, qui avait toujours été le préféré incontesté de leur mère. Sa belle-sœur Martine, une femme discrète qui semblait perpétuellement mal à l'aise en présence de sa belle-mère, et leurs 2 enfants, Lucie, 12 ans, et Thomas, 8 ans, dont Claire était la marraine adorée et complice. Tout avait basculé quand sa mère avait levé son verre pour porter un toast à son fils, célébrant sa récente promotion au poste de directeur des ventes dans l'entreprise pharmaceutique, où il travaillait depuis leur installation à Marseille. 5 ans auparavant, Élisabeth, le visage rendu sévère par les années, et un veuvage qu'elle n'avait jamais vraiment accepté. Mon fils, notre fierté, un homme accompli avec une carrière brillante, une femme dévouée et de beaux enfants. Tout ce qu'une mère pourrait souhaiter. Antoine, tu es la preuve vivante que j'ai au moins réussi quelque chose dans ma vie. Antoine avait souri, gêné par tant d'éloges, mais visiblement flatté, passant sa main dans ses cheveux bruns avec ce geste que Claire reconnaissait depuis l'enfance. Ce geste qui trahissait son embarras, mêlé de plaisir. Claire avait applaudi, sincèrement, heureuse pour son frère qu'elle adorait, malgré leur relation compliquée, malgré ces non-dits qui s'étaient accumulés entre eux au fil des années, comme des grains de sable dans un sablier. Silencieux, mais inexorable. Puis le regard d'Élisabeth s'était posé sur sa fille, et l'atmosphère autour de la table avait changé instantanément, comme si un nuage sombre venait soudain d'obscurcir le soleil d'été. Élisabeth, avec un soupir théâtral suffisamment fort pour que les tables voisines l'entendent. Si seulement je pouvais en dire autant de ma fille. 42 ans et toujours pas mariée. Pas d'enfant. Quelle femme normale arrive à cet âge sans avoir fondé une famille? C'est contre nature. Tu ne crois pas, Antoine? Le silence était tombé sur leur table, lourd et oppressant. Claire avait senti son cœur se serrer douloureusement dans sa poitrine. Comme chaque fois que sa mère abordait ce sujet, qui revenait inlassablement lors des réunions familiales, telle une rengaine cruelle, dont elle connaissait chaque note amère, mais jamais auparavant en public, jamais devant tout le village, devant ces gens qu'elle croisait chaque jour dans les ruelles étroites, au marché, à la boulangerie, à la pharmacie. Martine, hésitante, jetant un regard inquiet vers Claire, puis vers les tables voisines, où les conversations s'étaient interrompues. Élisabeth, ce n'est peut-être pas le moment. Les enfants sont là et... Élisabeth, ignorant sa belle-fille, avec ce dédain particulier qu'elle lui réservait depuis le jour où elle avait épousé Antoine. J'ai élevé 2 enfants de la même façon, dans la même maison, avec les mêmes valeurs. L'un est devenu un homme respectable, dont tout le monde est fier, avec un bel avenir devant lui. L'autre, elle avait fait une pause, laissant volontairement sa phrase en suspens, pour en accentuer l'effet dramatique. Parcourant du regard les visages attentifs autour d'elle avant de reprendre. Élisabeth, sa voix portant dans le silence qui s'était installé. Claire a toujours été difficile, trop indépendante, trop têtue. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas leur place, qui se croient plus intelligentes qu'eux. J'ai essayé de lui expliquer. Dieu sait que j'ai essayé, mais elle n'écoute jamais. Résultat, la voilà, 42 ans, seule dans cette vieille maison, sans personne pour s'occuper d'elle quand elle sera vieille, sans enfant pour lui donner un sens à sa vie. Les joues de Claire s'étaient enflammées, le rouge montant rapidement à son visage, naturellement pâle. La chaleur de l'humiliation
se répandant sous sa peau comme un feu de broussailles. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Elle pouvait sentir les regards des villageois sur elle, certains embarrassés, détournant pudiquement les yeux, d'autres curieux, avides de ce drame inattendu qui pimentait la soirée, quelques-uns, compatissants, lui adressant des sourires gênés ou des hochements de tête encourageants. Elle avait posé ses mains tremblantes sur la table, incapable de répondre, la gorge nouée par l'humiliation, les mots se bousculant dans sa tête, sans pouvoir franchir la barrière de ses lèvres serrées. Antoine, mal à l'aise, posant sa main sur le bras de sa mère, dans une tentative maladroite de la faire taire. « Maman, s'il te plaît, pas ce soir. C'est une soirée de fête. On pourrait parler d'autre chose. » Élisabeth, enhardie par le vin et l'attention qu'elle recevait, repoussant la main de son fils avec un geste impatient. « Pourquoi pas ce soir? C'est la vérité, non? Il faut bien que quelqu'un ait le courage de lui dire, puisqu'elle refuse, d'ouvrir les yeux. À son âge, je lui avais déjà donné naissance, à elle et à toi. J'avais bâti un foyer, créé une famille, donné un but à ma vie. Elle, qu'a-t-elle fait? Elle vit toujours dans cette vieille maison, seule avec ses livres et ses peintures, comme une vieille fille du siècle dernier, une femme sans mari à son âge. C'est une honte pour notre famille. Les gens parlent, vous savez. Ils se demandent ce qui ne va pas chez elle, s'il y a un problème, si elle est anormale d'une façon ou d'une autre. Claire sentait les larmes monter, mais se refusait à pleurer devant tout le village, devant ces visages qu'elle connaissait depuis toujours et qui la dévisageaient maintenant avec une curiosité à peine voilée. Elle fixait obstinément la nappe blanche, comptant mentalement les petites fleurs brodées sur le tissu pour se distraire de la douleur qui lui broyait la poitrine, essayant de se rappeler les techniques de respiration qu'elle avait apprises lors d'un atelier de méditation, inspirant profondément par le nez, expirant lentement par la bouche, mais l'air semblait refuser d'entrer dans ses poumons, comme si l'atmosphère elle-même était devenue trop lourde, trop dense pour être respirée. Lucie, la nièce de Claire, avait levé ses grands yeux innocents vers sa grand-mère. Mais, Tati Claire, elle n'est pas seule. Elle nous a nus. Et puis, elle est gentille. Elle m'aide toujours pour mes devoirs, et elle me fait des gâteaux quand je viens la voir. Élisabeth, avec un sourire condescendant pour sa petite fille. Bien sûr, ma chérie, ta tante est gentille, mais ce n'est pas suffisant dans la vie. Une femme a besoin d'un mari, d'une famille à elle. C'est dans l'ordre naturel des choses. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras. Tu te marieras avec un gentil garçon et tu auras des enfants, comme ta maman. Tu ne voudras pas finir comme ta tante, n'est-ce pas? La petite fille avait froncé les sourcils, visiblement confuse, regardant tour à tour sa tante et sa grand-mère, sans comprendre pourquoi la gentillesse de Claire était soudain présentée comme un défaut. Pourquoi cette femme qu'elle adorait et admirait était maintenant dépeinte comme un exemple à ne pas suivre. Élisabeth, se tournant vers les tables voisines, comme pour chercher leur approbation, haussant le ton pour s'assurer d'être entendue par tous. N'est-ce pas incroyable? Une femme de son âge qui n'a pas su retenir un homme, qui n'a pas su fonder une famille. J'ai tout fait pour lui trouver des prétendants convenables. Dieu sait que j'ai essayé. Le fils Moreau, vous vous souvenez? Un bel homme, avec une bonne situation. Elle l'a repoussé. Le neveu des Bertrand, pareil. Refusé sans même lui donner une chance. Ce n'est pas comme si elle était laide. Juste difficile. Je me demande parfois ce que j'ai fait pour mériter une telle déception. Cette fois, Claire avait relevé la tête, le visage pâle, mais déterminé, les yeux brillants de larmes contenues. Elle s'apprêtait enfin à répondre, à défendre sa vie et ses choix devant tous ces gens, à expliquer qu'une femme pouvait trouver son bonheur, autrement que dans le mariage et la maternité, que sa vie à elle était riche d'autres façons, avec ses amis,
son travail d'illustratrice pour des livres d'enfants, ses engagements dans diverses associations locales. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot, une voix forte s'était élevée depuis une table voisine, coupant le fil de ses pensées et attirant l'attention de toute l'assemblée. Marc Reynaud, 65 ans, un vieil ami de la famille que Claire n'avait pas vu depuis des années, s'était levé, grand et imposant malgré son âge, avec des épaules larges, témoignant d'une vie passée au travail de la terre. Ses cheveux blancs abondants, contrastant avec son teint hâlé par le soleil provençal, il fixait Élisabeth d'un regard dur, que ses yeux bleus perçants rendaient encore plus intense. Claire le reconnaissait vaguement. Une silhouette de son enfance, un ami proche de son père avec qui il partageait le goût de la chasse et de la pétanque. Un homme dont le rire tonitruant résonnait souvent dans la cuisine familiale lors des longues soirées d'hiver autour de la table. Marc avait été un ami fidèle de son père, décédé 10 ans auparavant d'une crise cardiaque qui avait laissé un vide béant dans leur famille. Il avait quitté le village peu après pour s'installer à Marseille. Et Claire ne l'avait revu que rarement depuis. Lors de brèves visites où ils échangeaient des politesses sans vraiment parler, comme si la mort de son père avait emporté, avec elle, la substance même de leur relation. Marc, d'une voix qui portait sur toute la place, une voix grave et autoritaire qui coupa net les murmures qui avaient commencé à s'élever. Je n'ai jamais entendu pareille bêtise de toute ma vie, Élisabeth Dufour. Et Dieu sait que j'en ai entendu des âneries en 65 ans sur cette terre. Tous les regards s'étaient tournés vers lui, surpris par cette interruption inattendue, curieux de voir quelqu'un osant contredire Élisabeth Dufour, connue pour son caractère inflexible et sa langue acérée. Il y avait une tension électrique dans l'air, comme avant un orage d'été, quand l'atmosphère devient lourde et que l'on peut presque sentir la foudre qui s'apprête à frapper. Élisabeth, surprise et irritée par cette interruption qu'elle considérait comme une atteinte à son autorité, avait plissé les yeux, dévisageant l'homme qui osait la défier. Marc Reynaud. De quoi te mêles-tu exactement? Ce sont des affaires de famille privée qui ne te concernent en rien. Marc s'était approché de leur table d'un pas assuré, sans se laisser intimider par le ton acide d'Élisabeth, se frayant un chemin entre les villageois qui s'écartaient sur son passage, comme les eaux de la mer Rouge devant Moïse. Je me mêle de la vérité, Élisabeth, une vérité que tu sembles avoir commodément oubliée, ou peut-être délibérément choisie, d'ignorer. Et puisque tu as décidé de rendre ces affaires, prétendument privées aussi publiques, que la place du village un soir de Saint-Jean, je pense que j'ai parfaitement le droit d'intervenir. Le silence était total sur la place du village. Même les musiciens s'étaient tus, leur musique interrompue au milieu d'une note qui semblait suspendue dans l'air comme par magie. Les enfants avaient cessé de courir, intrigués par ce changement soudain dans l'atmosphère. En arrière-plan, seul le crépitement du grand feu qui commençait à prendre de l'ampleur se faisait entendre, les flammes dansant et projetant des ombres mouvantes sur les visages attentifs des villageois, créant une ambiance presque théâtrale à cette scène inattendue. Marc, se tournant vers les villageois assemblés, balayant la foule du regard pour s'assurer de leur attention totale, avant de poursuivre. Vous voulez savoir pourquoi Claire Dufour n'est pas mariée? Pourquoi cette femme extraordinaire est seule, à 42 ans? Je vais vous le dire, puisqu'Élisabeth semble avoir une mémoire si sélective. Quand il s'agit de sa propre fille, il s'était tourné à nouveau vers Élisabeth, dont le visage commençait à perdre de son assurance. Une lueur d'inquiétude traversant ses yeux, alors qu'elle semblait soudain se demander ce que cet homme pouvait bien savoir, et qu'elle aurait préféré garder dans l'ombre. Marc la fixait intensément, comme s'il pouvait voir à travers elle, comme s'il pouvait lire dans son âme les secrets qu'elle y gardait enfouis. Marc, Claire était fiancée, il y a 15 ans. Vous vous en souvenez,
Peut-être vous les anciens du village. Son fiancé s'appelait Thomas Leroy. Il était médecin à Aix-en-Provence, spécialisé en cardiologie. Un homme bien, intelligent, travailleur, qui aimait Claire profondément, qui la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré lors des quelques fois où il est venu au village. Il n'était pas d'ici, mais il s'intéressait sincèrement à notre région, à nos traditions. Il voulait apprendre le provençal, s'intégrer vraiment. Ils s'étaient rencontrés à Aix, quand Claire y étudiait les beaux-arts. Un amour comme on en voit peu, de ceux qui vous réchauffent le cœur, rien qu'à les observer. Claire avait pâli davantage, se demandant comment Marc pouvait savoir tous ces détails. Elle n'en avait parlé à personne au village, pas même à sa famille. Son histoire avec Thomas était restée un sujet tabou dans la maison familiale après leur rupture. Un nom que l'on ne prononçait plus, comme si par ce silence, on pouvait effacer son existence même et la douleur qu'il avait laissée derrière. Lui, Marc, continuant son récit, sa voix prenant des inflexions plus douces en parlant du passé. Ils étaient fiancés, Claire et Thomas. Ils avaient prévu de se marier en juin, le 15 juin, pour être précis, un samedi. Tout était organisé. La robe était achetée, blanche, avec des détails en dentelle provençale. L'église de Saint-Rémy était réservée. Les faire-part étaient imprimés, prêts à être envoyés. Ils avaient même trouvé un petit appartement à Aix, près de l'hôpital où travaillait Thomas, avec une pièce que Claire comptait transformer en atelier pour ses peintures. Leur projet était fait, leur avenir tracé, brillant comme une journée d'été en Provence. Un murmure parcourait la foule. Certains des plus âgés hochaient la tête, se souvenant vaguement de ce jeune médecin qui venait parfois au village, de cette histoire d'amour qui semblait sortie d'un roman et qui s'était mystérieusement terminée sans que personne ne sache vraiment pourquoi. D'autres, plus jeunes, découvraient cette facette inconnue de Claire, cette femme discrète, qu'ils croisaient quotidiennement, sans jamais avoir soupçonné les secrets de son cœur. Marc, regardant directement Claire, dont les yeux étaient, elle est maintenant fixés sur lui, écarquillés par la stupéfaction. C'est à ce moment que tu es tombée gravement malade, Elisabeth. Une pneumonie qui s'est compliquée, qui s'est transformée en quelque chose de bien plus grave. Tu as passé des mois à l'hôpital, puis en convalescence. Tu avais besoin de soins constants. Tu ne pouvais plus te déplacer seule, ni préparer tes repas, ni même, au début, t'habiller ou te laver sans assistance. Tu étais totalement dépendante des autres. Claire regardait Marc avec stupéfaction, se demandant comment il pouvait connaître ces détails intimes de leur vie familiale, ces jours sombres qui avaient changé le cours de son existence de façon irrémédiable. Elle sentait les regards des villageois passer de Marc à elle, puis à sa mère, qui semblait maintenant rapetissée sur sa chaise, comme si chaque mot prononcé par Marc lui enlevait un peu de sa substance. Marc, Claire avait un choix à faire, un choix déchirant, de ceux qui vous hantent pour le reste de vos jours, quelle que soit la décision prise. Son fiancé, Thomas, venait de recevoir une offre pour travailler dans un hôpital prestigieux à Paris, une opportunité unique pour un jeune cardiologue, une chance de travailler avec les meilleurs spécialistes du pays, un tremplin pour sa carrière. Il voulait qu'elle vienne avec lui, bien sûr. Il l'aimait, il voulait construire sa vie avec elle. Mais cela signifiait te laisser seule, Elisabeth, alors que tu pouvais à peine te lever de ton lit. Cela signifiait abandonner sa mère malade pour suivre l'homme qu'elle aimait, Elisabeth, soudain moins assurée, sa voix ayant perdu de sa force habituelle, presque tremblante. Je ne comprends pas. Antoine était là. Il aurait pu
Il aurait pu s'occuper de moi. Marc secouant la tête. Un sourire triste, étirant. Ses lèvres. Antoine venait de commencer son nouvel emploi à Marseille. Un poste important, avec beaucoup de responsabilités. Il ne pouvait pas tout abandonner pour revenir au village, s'occuper de toi à plein temps. Et toi, tu refusais catégoriquement d'aller en maison de repos ou dans une maison de retraite médicalisée, même temporairement. Tu disais que tu préférais mourir chez toi, plutôt que d'être placé parmi des étrangers, que tu ne supporterais pas la promiscuité, le manque d'intimité. Tu pleurais dès qu'on évoquait cette possibilité. Tu disais que ce serait comme t'enterrer vivante. Antoine, qui jusqu'à présent était resté silencieux, avait baissé les yeux, visiblement mal à l'aise, confirmant par son attitude les propos de Marc. Claire, elle, avait fermé les yeux, submergée par ces souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir au plus profond d'elle-même, mais qui remontaient maintenant à la surface, comme des noyés revenant à la vie, avec toute la douleur et la violence que cela impliquait. Marc. Alors Claire a fait un choix. Le choix le plus difficile de sa vie. Elle a rompu ses fiançailles. Elle a renoncé à l'homme qu'elle aimait, à l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, à cette vie à Paris qui s'offrait à elle. Elle a renoncé à son propre bonheur pour rester ici, à Saint-Rémy, et prendre soin de toi pendant plus de 2 ans. 2 années entières de sa vie, consacrées entièrement à ta santé, à ton bien-être. 2 années durant lesquelles elle a mis sa propre existence entre parenthèses pour être ta garde-malade, ta cuisinière, ta femme de ménage, ton soutien moral, ton tout. 2 années à te lever, te laver, te nourrir, te donner tes médicaments, changer tes draps, te tenir compagnie, lire pour toi, t'emmener à tes rendez-vous médicaux, gérer les papiers administratifs. Et tout cela sans une plainte, sans un reproche. Élisabeth, blême, les mains tremblantes sur la table, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Elle ne m'a jamais dit, elle ne m'a jamais expliqué. Je pensais que Thomas l'avait quitté, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, qu'il s'était lassé d'attendre. Marc, avec une pointe de colère dans la voix, maintenant, c'est ce qu'elle t'a laissé croire. Par fierté peut-être, ou plus probablement pour ne pas te culpabiliser, pour ne pas ajouter ce poids à ta conscience, alors que tu luttais déjà. Ça contre la maladie. Elle t'a épargné la vérité, comme elle l'a toujours fait. Thomas voulait qu'elle vienne avec lui. Il a attendu, espéré qu'elle change d'avis. Il lui a même proposé de t'emmener aussi à Paris, de trouver un appartement assez grand pour vous trois, d'organiser des soins à domicile. Mais tu as refusé. Tu as dit que tu ne quitterais jamais la Provence, que tu préférais mourir ici plutôt que de finir tes jours dans une ville grise et froide, où tu ne connaissais personne, où tu ne pourrais pas parler ton provençal natal avec les anciens du village. Alors Claire a choisi sa famille plutôt que son bonheur personnel. Elle a choisi le devoir plutôt que l'amour. Elle a choisi toi, Élisabeth, plutôt qu'elle-même. Et voilà comment tu la remercies, en l'humiliant, publiquement, en la traitant de vieille fille, en faisant d'elle la risée du village, en présentant sa vie comme un échec, alors qu'elle est remplie de sacrifices et d'abnégation. Le visage d'Élisabeth s'était décomposé, au fur et à mesure que Marc parlait, la couleur quittant ses joues, ses mains tremblantes, cherchant appui sur la table. Elle regardait sa fille, comme si elle la voyait pour la première fois, comme si le voile de ses propres préjugés et attentes s'était soudain déchiré pour lui révéler la vérité qu'elle avait refusé de voir. Pendant toutes ces années, chaque mot prononcé par Marc semblait la frapper physiquement, comme autant de petits coups portés à l'image qu'elle s'était construite de sa fille et de leur relation. Claire, les larmes coulant librement maintenant, ne cherchant plus à les retenir, sa voix à peine audible. Comment savez-vous tout cela, Marc? Comment connaissez-vous tous ces détails? Marc, avec une douceur inattendue, s'approchant de Claire,
et posant une main sur son épaule, dans un geste paternel. « Ton père me l'a dit avant de mourir, Claire. Il m'a tout raconté lors de notre dernière partie de chasse ensemble, quelques jours avant sa crise cardiaque. Il était dévasté de voir ta vie bouleversée, ton bonheur sacrifié, mais tellement, tellement fier de toi, de ton courage, de ta force, de ton dévouement. Il disait toujours que tu étais la meilleure partie de lui-même, son plus grand succès dans la vie. Il m'a fait promettre de veiller sur toi si un jour tu avais besoin d'aide. Il craignait qu'Élisabeth ne comprenne jamais vraiment l'ampleur de ton sacrifice, qu'elle ne voie jamais au-delà de ses propres attentes et préjugés. Il avait raison, malheureusement. Je n'ai pas tenu cette promesse comme je l'aurais dû. J'ai quitté le village peu après sa mort, incapable de supporter tous ces souvenirs, tous ces lieux qui me le rappelaient. Je m'en excuse, Claire. J'aurais dû être là pour toi, comme ton père l'avait été pour moi quand ma femme est décédée. Mais je ne pouvais pas rester silencieux ce soir. Pas après avoir entendu ces mots injustes. Pas après avoir vu ton regard blessé. Ce même regard que tu avais le jour où tu as dit adieu à Thomas. Il s'était tourné vers l'assemblée, sa haute silhouette se découpant contre les flammes du feu de joie, qui projetait des ombres dansantes sur son visage marqué par les années. Claire Dufour n'est pas la honte de sa famille. Elle en est l'honneur, la fierté. Elle a fait ce que peu d'entre nous auraient eu le courage de faire. Pendant que certains construisaient leur vie, elle a mis la sienne entre parenthèses, par amour et devoir. Elle a renoncé à ses rêves pour prendre soin de sa mère. Combien d'entre vous auraient fait ce sacrifice? Combien d'entre vous auraient renoncé à l'amour, au mariage, à la possibilité d'avoir des enfants, pour s'occuper d'un parent malade? Combien d'entre vous auraient eu cette force, ce courage, cette abnégation? Un murmure d'approbation avait parcouru la foule. Des regards nouveaux se posaient sur Claire, des regards empreints de respect et d'admiration. Puis, lentement, quelqu'un avait commencé à applaudir. C'était le vieux Gustave, 87 ans, le doyen du village, un homme aux mains noueuses par l'arthrite et au dos courbé par des décennies de travail dans les champs de lavande. D'autres s'étaient joints à lui, et bientôt, toute la place résonnait d'applaudissements, un tonnerre d'approbation qui semblait vouloir effacer les paroles blessantes d'Élisabeth et rendre à Claire la dignité qu'on avait tenté de lui enlever. Marie Legrand, la boulangère du village, une femme robuste, aux joues perpétuellement rougies par la chaleur de son four. Claire venait chaque matin chercher du pain frais pour sa mère, même les jours de tempête, même quand le mistral soufflait si fort qu'il vous coupait le souffle. Elle me demandait toujours de lui donner la baguette la plus croustillante, car c'était comme ça qu'Élisabeth l'aimait. Elle ne se plaignait jamais, même quand tout le monde savait à quel point sa mère pouvait être difficile, exigeante. Pierre Dumont, l'ancien pharmacien, un homme au visage sévère, mais au cœur généreux. Elle passait des heures à la pharmacie à étudier les prescriptions, à poser des questions sur les médicaments, leurs effets secondaires, leurs interactions possibles. Elle notait tout dans un petit carnet qu'elle portait toujours sur elle. Aucun détail ne lui échappait quand il s'agissait de la santé de sa mère. Elle était plus méthodique et attentive que bien des infirmières professionnelles que j'ai connues. Sophie Renard, la bibliothécaire. Une femme discrète aux lunettes rondes et aux chignons serrés, elle empruntait régulièrement des livres pour sa mère. Des romans policiers qu'Élisabeth adorait. Parfois, elle restait des heures à la bibliothèque à chercher un titre particulier qu'Élisabeth avait envie de lire. Elle venait souvent après avoir veillé toute la nuit au chevet de sa mère, les traits tirés par la fatigue, mais toujours avec un sourire aimable et un mot gentil. Les témoignages se succédaient, révélant un dévouement que Claire avait toujours considéré comme naturel, comme allant de soi, comme un simple devoir filial, mais qui apparaissait maintenant, aux yeux de tous, comme un acte d'amour extraordinaire, un sacrifice
qui méritaient reconnaissance et respect. Chaque témoignage était comme un baume sur les blessures infligées par les paroles cruelles d'Élisabeth. Chaque mot de gratitude, une pierre ajoutée au monument invisible de la dignité. Retrouvé de Claire, Antoine s'était levé, le visage marqué par la culpabilité et l'émotion, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne savais pas. Enfin, je savais que tu t'occupais de maman, bien sûr, mais pas. Je pensais que maman allait mieux quand je suis partie pour Marseille. Je pensais que c'était temporaire, que tu avais choisi de rester au village parce que tu le préférais à la vie en ville. Je n'ai jamais réalisé à quel point tu as sacrifié pour elle. Pour nous, je venais les week-ends. Je voyais que tout était en ordre, que maman allait bien. Mais je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que cela impliquait pour toi au quotidien. Je n'ai jamais pensé à... Sa voix s'était brisée, incapable de continuer, submergée par la réalisation soudaine de son égoïsme, de sa complicité passive dans la situation de sa sœur. Il s'était approché de Claire et sans un mot, l'avait prise dans ses bras, la serrant contre lui, comme lorsqu'ils étaient enfants et qu'il la consolait après une chute ou une dispute avec leur mère. Claire avait hésité un instant, figée, par la surprise, puis avait rendu son étreinte à son frère, laissant échapper un sanglot qu'elle avait retenu pendant 15 longues années. Claire, d'une voix faible mais ferme. Ce n'était pas un sacrifice, Antoine. Pas vraiment. C'était un choix. Ma famille avait besoin de moi. Maman avait besoin de moi. Qu'aurais-je pu faire d'autre? L'abandonner? La placer dans une institution contre sa volonté? Vivre à Paris en sachant qu'elle était seule ici, malheureuse, dépérissant loin de sa Provence bien-aimée? J'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que n'importe qui aurait fait dans ma situation. Élisabeth s'était levée à son tour, chancelante, comme si ses jambes pouvaient à peine supporter le poids de la vérité qui venait de lui être révélée. Son visage était ravagé par les larmes, toute trace de dureté et d'arrogance effacée, remplacée par une expression de douleur et de remords qui la faisait paraître soudain, vulnérable, fragile, humaine. Elle s'était approchée de sa fille et, pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis l'enfance de Claire, l'avait prise dans ses bras avec une tendresse inattendue. Élisabeth, la voix brisée par l'émotion. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi pour tout. Je ne savais pas. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais voulu comprendre peut-être. J'étais si concentrée sur ce que je voulais pour toi, sur ce que je considérais comme une vie réussie, que je n'ai jamais pris le temps de voir la femme extraordinaire que tu es devenue, la force qui est en toi, la générosité dont tu as fait preuve. J'ai été injuste, cruelle même. J'ai passé des années à te critiquer, alors que je devrais être à genoux pour te remercier. Sans toi, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Je t'ai volé ta vie, ton bonheur, et je ne t'en ai jamais remercié. Au contraire, je t'ai puni pour ton sacrifice. Pourras-tu jamais me pardonner? Claire avait hésité un instant, puis avait rendu son étreinte à sa mère. Leur relation avait toujours été complexe, tissée de non-dits, de reproches muets, d'attentes déçues. Il y avait tant de blessures à guérir, tant de ponts à reconstruire. Mais peut-être que cette nuit de la Saint-Jean, cette nuit où, selon la tradition, le feu purifie et renouvelle, était le moment de commencer ce processus de guérison, de réconciliation. Claire doucement. Il n'y a rien à pardonner. Maman, tu ne savais pas. J'aurais dû te parler, t'expliquer. J'ai choisi de me taire, de porter ce fardeau seul. Peut-être que j'avais besoin de ce silence, de ce secret, pour trouver la force de continuer. Peut-être qu'une part de moi craignait que si tu savais la vérité, tu te sentirais coupable. Et je ne voulais pas ajouter ce poids à ta souffrance physique. Ou peut-être que j'avais peur que même en connaissant la vérité,
tu ne comprennes pas, tu ne valorises pas mon choix. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici, maintenant, et que nous pouvons peut-être commencer à nous parler vraiment, à nous voir tels que nous sommes, pas tels que nous voudrions que l'autre soit. Les flammes du grand feu de la Saint-Jean montaient maintenant haut dans le ciel, illuminant la place d'une lumière chaude et dansante, qui semblait purifier l'atmosphère. Comme le voulait la tradition, les crépitements du bois qui brûlait se mêlaient aux conversations qui avaient repris, aux rires qui résonnaient à nouveau, à la musique qui s'était doucement remise à jouer. La vie reprenait son cours, mais quelque chose avait changé, quelque chose d'imperceptible, peut-être, pour ceux qui n'avaient pas été témoins de cette scène, mais de profondément significatif pour Claire et sa famille. Marc observait la scène avec un sourire discret, satisfait d'avoir tenu la promesse faite à son vieil ami, même si c'était avec des années de retard. Il s'était rapproché de Claire et avait murmuré, assez bas pour que seule elle puisse l'entendre. « Thomas n'est jamais marié, tu sais. Il a eu des relations, bien sûr, mais rien de sérieux, rien qui ait duré. Il est revenu à Aix, il y a 6 mois, après des années passées à Paris, puis à l'étranger, pour Médecins sans frontières. Il dirige maintenant le service de cardiologie à l'hôpital Saint-Joseph. Il m'a demandé de tes nouvelles quand on s'est croisés par hasard au marché d'Aix. Il avait cette lueur dans les yeux, cette même lueur qu'il y a 15 ans quand il parlait de toi. Certaines flammes ne s'éteignent jamais complètement, Claire. Elles couvent sous la cendre, attendant juste un souffle pour se raviver. Claire l'avait regardée, stupéfaite, son cœur battant soudain plus vite, comme si après 15 ans de léthargie, il se réveillait enfin. Elle avait ouvert la bouche pour poser 1000 questions, pour en savoir plus sur Thomas, sur sa vie, sur ce qu'il était devenu. Mais Marc avait simplement souri, lui avait pressé doucement le bras, et s'était éloigné, la laissant seule avec ses pensées tourbillonnantes et ce sentiment étrange, presque oublié, qui ressemblait étrangement à de l'espoir. La soirée avait repris son cours. Les conversations s'étaient poursuivies. Les musiciens jouaient maintenant un air plus entraînant qui invitait à la danse. Mais quelque chose avait changé pour Claire. Au cours des heures qui suivirent, elle reçut plus d'affection et de reconnaissance qu'elle n'en avait connu en des années. Les villageois venaient la saluer, partager un souvenir, exprimer leur admiration pour son dévouement, lui raconter comment elle les avait aidés à un moment ou à un autre, des petits gestes de gentillesse qu'elle avait presque oubliés, mais qui avaient signifié beaucoup pour eux. Sa mère restait près d'elle, comme si elle craignait qu'en s'éloignant, elle perdrait cette nouvelle compréhension qui venait de naître entre elles, cette connexion fragile mais réelle qui s'était établie au milieu des flammes purificatrices de la Saint-Jean. Lucie, la nièce de Claire, s'était glissée sur le banc à côté d'elle, posant sa petite main sur celle de sa tante. « Tati, tu es triste parce que tu n'as pas pu te marier avec le monsieur médecin. » Claire avait souri, touchée par la préoccupation sincère de l'enfant. « Un peu, ma chérie, mais je suis heureuse aussi. Heureuse d'avoir pu aider ta grand-mère quand elle en avait besoin. Heureuse de t'avoir toi et ton frère dans ma vie. Heureuse d'être ici, ce soir, avec toutes les personnes que j'aime. » Lucie, avec cette sagesse particulière que possèdent parfois les enfants. « Et tu crois que tu vas le revoir, le monsieur médecin? Comme dans les contes de fées, quand le prince revient chercher la princesse après très longtemps. » Claire avait ri, un rire léger, libérateur, qui semblait effacer des années de tristesse contenue. « La vie n'est pas toujours comme dans les contes de fées, ma puce. Mais qui sait? Parfois, la réalité peut être encore plus belle que les histoires qu'on raconte. » Alors que la nuit avançait et que le feu commençait à diminuer, ne laissant que des braises rougeoyantes qui projetaient une lueur douce sur la place du village, Claire observait les étoiles au-dessus du village, ces mêmes étoiles qu'elle avait contemplées tant de fois au cours de sa vie,
dans les moments de joie comme dans les périodes de doute et de tristesse. Pour la première fois depuis 15 ans, elle sentait un poids se lever de ses épaules. Non pas parce qu'elle regrettait son choix, non pas parce qu'elle considérait ses années comme perdues, mais parce qu'enfin, ce choix était reconnu, validé, valorisé, parce que pour la première fois, elle se sentait vraiment vue, vraiment comprise. Une semaine plus tard, Claire se tenait devant le petit café d'Aix-en-Provence, le café des artistes, où elle avait donné rendez-vous à Thomas après avoir obtenu son numéro auprès de Marc. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle lissait nerveusement sa robe. Une simple robe d'été bleue qui faisait ressortir ses yeux. Elle se sentait ridicule, comme une adolescente avant son premier rendez-vous. Elle qui approchait la quarantaine et qui pensait avoir laissé derrière elle ces émotions tumultueuses, cette nervosité, cette anticipation mêlée d'appréhension. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, ce que cette rencontre signifierait pour eux. Elle ne savait pas si les braises de leur amour pouvaient être ravivées après tant d'années, si les sentiments qu'ils avaient éprouvés l'un pour l'autre avaient survécu au temps, à la distance, aux vies séparées qu'ils avaient menées. Elle ne savait même pas si elle était prête à ouvrir à nouveau son cœur, à prendre le risque de souffrir à nouveau, mais pour la première fois depuis longtemps, depuis ce jour où elle avait dit adieu à Thomas et à tous leurs rêves communs. Elle sentait que son avenir lui appartenait à nouveau, que quelle que soit l'issue de cette rencontre, elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue, à jamais. Et c'était peut-être cela, finalement, le véritable miracle de cette nuit de la Saint-Jean. Cette nuit où les flammes purificatrices avaient assez consumé non seulement le bois, du bûcher, mais aussi les mensonges, les non-dits, les regrets qui l'avaient emprisonné pendant si longtemps. Thomas apparut au coin de la rue, grand et élégant dans son costume sombre, ses cheveux maintenant parsemés de gris aux tempes, lui donnant un air distingué qu'il n'avait pas à 28 ans. Il la vit et s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Pendant un instant qui sembla s'étirer à l'infini, ils se regardèrent, séparés par la distance physique, mais unis par tous ces souvenirs, tous ces rêves partagés, toutes ces possibilités qui s'ouvraient à nouveau devant eux. Puis il sourit, ce même sourire qui avait fait fondre le cœur de Claire 15 ans auparavant, et s'avança vers elle, réduisant enfin cette distance qui les avait séparés pendant si longtemps. Imaginez-vous à la place de Claire, auriez-vous sacrifié votre bonheur personnel pour votre famille? Ou auriez-vous choisi votre propre chemin? Dites-moi dans les commentaires. Cette révélation a choqué tout le village. Mais que se passera-t-il quand Claire et Thomas se reverront après? 15 ans de séparation. Abonnez-vous et activez la cloche pour le découvrir. End of narrative.